Salut les sorciers, soyez les bienvenus dans Science en question. Salut Lorraine, salut Marine. Salut Jean. Comme moi, je suis sûr que vous emportez votre téléphone portable un peu partout avec vous. Au fur et à mesure de vos déplacements, il dévoile des informations sur votre itinéraire. Ces données sont une véritable mine d'or pour les scientifiques qui étudient notre mobilité au quotidien. Mais comment se procurer ces données tout en respectant notre vie privée et comment leur analyse peut changer notre quotidien? On en discute avec deux chercheurs de INRIA et avec mes deux acolytes. Lorraine, tu vas nous parler de quoi? Notre invité Fil Rouge nous expliquera comment elle fait parler les données de nos téléphones et ce que ça révèle de nos habitudes. Je suis curieux d'en savoir plus. Et toi Marine, tu nous emmènes à Hollywood. Oui, tout à fait. Je vais vous raconter l'histoire étonnante qui relie une actrice américaine à l'invention du Wi-Fi. On va apprendre plein de choses encore très intéressantes. Alors n'en disons pas plus et accueillons tout de suite notre premier invité. Bonjour Aline Carnero-Viana, bienvenue sur le plateau de Science en question. Alors vous êtes directrice de recherche à INRIA. INRIA, je précise, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, où vous étudiez la mobilité humaine. Alors à quoi on fait référence quand on parle de mobilité humaine? On fait référence au déplacement des personnes à l'échelle d'une ville, ou à l'échelle d'un quartier, ou d'une région, ou d'un pays. Tout type de déplacement? Tout type de déplacement. À partir du moment où on peut la suivre, ouais. D'accord. Alors pour suivre ces déplacements, vous utilisez des données qui proviennent de différents réseaux sans fil. Quels sont ces réseaux? Ça peut être le réseau cellulaire, ça peut être le réseau Wi-Fi, le réseau Bluetooth. Moi particulièrement, je m'intéresse aux mobilités qu'on peut tracer, qu'on peut suivre dans les réseaux sans fil. Alors, on pense spontanément au GPS. Nous, on utilise déjà, le GPS, il a déjà un peu notre localisation puisqu'on l'utilise dans pas mal d'applications. Vous pouvez vous appuyer sur ça aussi ou pas du tout? Alors, c'est une autre façon de faire? Surtout sur ça. Donc, du coup, les téléphones mobiles, donc il a les GPS, mais il a aussi la manière dont les téléphones se connectent au réseau sans fil, que ce soit Wi-Fi, que ce soit cellulaire, ils laissent des traces dans ces réseaux. Donc soit dans ces traces, on a une position précise, c'est la position de GPS, soit une position qui a été calculée, inférée par rapport à la connectivité du téléphone au réseau sans fil, donc le Wi-Fi ou le Bluetooth ou le réseau cellulaire. On va en parler plus précisément, on va rentrer dans le vif du sujet un peu plus tard avec Lorraine. Mais d'abord, je voudrais comprendre à quoi ça sert finalement de suivre comme ça la mobilité humaine. Alors ça sert à comprendre comment l'espace est utilisé, comment le moyen de transport sont utilisés. Et donc du coup, une fois qu'on comprend dans l'espace et le temps comment on utilise l'espace, comment on utilise les transports, on peut les améliorer et on peut proposer de nouveaux services, de nouvelles applications. Donc très concrètement, ça voudrait dire qu'on pourrait rationaliser un peu, mettre plus de bus, parce qu'on voit qu'il y a à certains horaires des pics de fréquentation, des choses comme ça? Exactement. Et en améliorant, c'est juste un exemple, mais en améliorant le transport, on peut aussi impacter l'utilisation des voitures dans une ville, par exemple. Parce qu'à partir du moment où on a plus d'options des transports publics, peut-être on va essayer de laisser la voiture à la maison. Donc on améliore On peut réduire notre empreinte carbone. On va vers la décarbonisation des moyens de transport. On optimise. On optimise. Sinon, on peut aussi, la mobilité, il peut nous donner un indice de comment une épidémie il peut se propager dans une ville, dans un quartier. Beaucoup d'applications. Ouais. Parce que quand on se déplace, on rencontre aussi d'autres personnes. Donc du coup, on peut exactement suivre les virus en se basant sur le fait qu'à partir du moment où je suis en contact, les virus il va se transmettre. Mais après, le but, on précise, c'est pas d'espionner non plus les gens dans leur vie quotidienne, c'est pour rendre service au final. Exactement. Ça peut être fait de manière anonyme. Tout à fait. Et à quoi ça peut servir pour le réseau en lui-même, pour l'infrastructure du réseau? D'accord. Donc, dans un réseau cellulaire, par exemple, si je connais la mobilité, comment l'espace est visité dans le temps, je peux aussi mieux prévoir la réservation des ressources dans mon réseau. Réseau cellulaire, je peux bien savoir que dans telle tour cellulaire, il y a un pic de consommation de ressources. Il y a beaucoup de téléphones portables qui se trouvent dans cette région l'après-midi, qui utilisent de vidéo, streaming vidéo en application en jeu 3D. Et donc, il faut, à ces moments donnés, il faut prévoir à l'avance des ressources suffisantes pour anticiper. servir. Ça permet d'anticiper. Ça permet d'anticiper.
Très bien, on va le voir. Mais une fois n'est pas coutume dans cette émission, on est allé interroger les gens dans la rue avec un mot mystère. Pour cette émission, on a choisi trace réseau. Écoutez bien Aline, puisqu'après je vais vous demander de nous définir ce que ça veut dire. Écoutez. Trace réseau, une trace qu'on laisse sur Internet en le consultant, en naviguant dessus. En surfant sur certains sites, on va par exemple pouvoir laisser notre adresse IP sur les serveurs du site concerné. Quand on fait des recherches sur le GPS, on peut savoir où sont les gens. Tous les GAFAM en général, Facebook, Instagram, qui font partie de la même enseigne, ils savent ce qu'on aime, nos goûts, etc. Donc pour moi, c'est des traces qui sont surtout utilisées à fin publicitaire aujourd'hui. Les données bancaires, là où si on part en vacances, on sait qu'on a fait tel retrait à tel endroit ou tel paiement à tel endroit. Ça me fait penser à ce qu'on est fiché, catalogué, etc. etc. Voilà, on n'est plus incognito. Enfin, on l'a jamais été d'ailleurs, mais bon, voilà. Alors, Aline, une réaction à chaud. Qu'est-ce que vous pensez des réponses des gens? Je trouve que c'était excellent déjà. Ils sont plutôt bien calés? Très très bien, parce que déjà ils ont donné des exemples de différents types de réseaux, que ce soit le réseau bancaire, que ce soit l'Internet. L'Internet, je pense qu'il a dû plutôt faire référence à l'Internet filaire, mais l'Internet sans fil, elle existe aussi. Et non, donc c'est super, c'est vraiment très bien. Alors, on va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une trace réseau, qu'on ait quand même la bonne réponse de la parole de scientifique? Donc, à chaque fois qu'on utilise un réseau, que ce soit un réseau cellulaire sans fil, au Wi-Fi, on laisse des traces, donc, qui peut être n'importe quelle information, qui peut être mes coordonnées, mes localisations, qui peut être qu'est-ce que j'ai généré dans le réseau. Si c'est un réseau cellulaire, ça peut être quand est-ce que j'ai passé un appel, quand j'ai reçu un appel, ou envoyé un SMS, ou reçu un SMS. Ça peut être aussi... On n'a pas le contenu du SMS. Alors non, on n'a pas les contenus. On n'a pas les contenus, soyez tranquilles. Mais ça peut être aussi les données, le volume des données que j'ai générées. Et tout ça dans le temps et dans l'espace. Donc j'ai l'information du temps où l'événement a été généré et où l'événement a été généré. Donc dans un réseau cellulaire, je n'ai pas la précision, la localisation précise où le téléphone se retrouvait. J'ai la localisation de la tour cellulaire qui a reçu la demande de communication. Donc un appel ou un SMS, etc. Et alors, quelles sont les autres sources de données pour étudier la mobilité? Il y a quelqu'un qui a parlé de cartes bancaires. On peut imaginer, enfin, il n'y a pas que le réseau sans fil, on peut imaginer plein de choses pour suivre la mobilité des gens. Tout à fait. Alors, là où on laisse des données comme ça. Tout à fait. Donc, j'ai déjà eu l'opportunité de travailler avec une trace comme celle-là. Effectivement, c'est une trace où, donc, à chaque fois qu'on utilise la carte, on a l'adresse où la carte a été utilisée. Que ce soit en supermarché, que ce soit en distributeur d'argent. L'adresse du distributeur ou l'adresse du TPE, par exemple? L'adresse physique où le distributeur est, ou l'adresse physique où le supermarché est présent. Mais il y en a un autre, c'est le transport. C'est presque justement, le plus transports. Évident, oui. Parce que du coup, là, on est en déplacement. Oui, oui. Et ça c'est une trace souvent utilisée par mes collègues qui travaillent aussi sur la mobilité. Donc, à partir du moment où on utilise une carte, pas forcément la carte bancaire, mais le Navigo dans la borne d'entrée, ou dans la borne de sortie, s'il a une borne à la sortie, souvent c'est qu'il y a l'entrée. On laisse notre trace dans un réseau, et là c'est un réseau de transport. Donc finalement, le mieux c'est d'avoir un mix pour pouvoir suivre la mobilité humaine. Tout à fait. Et c'est très compliqué déjà de travailler avec des données hétérogènes, mais ça serait super. La recherche de mobilité humaine, c'est devenu plus facile, plus à la portée des chercheurs, justement parce que on a cette trace qu'on laisse dans le réseau à chaque fois qu'on se déplace ou utilise le téléphone, qui nous donne la possibilité d'étudier la mobilité de manière beaucoup plus précise. Et précise, quand je dis précise, ce n'est pas forcément le données GPS, la position très précise, mais une notion de trajectoire dans le temps et dans l'espace. D'ailleurs, souvent, la trace GPS, on l'agrège. Donc, on n'utilise pas telle qu'elle est,
on va voir la localisation la plus souvent visitée dans la plage horaire de 30 minutes, 1 heure, parce qu'elle est très brouillée, la trace GPS. Il y a beaucoup d'erreurs. Souvent, il y a des problèmes de collecte, parce qu'on était dans un bâtiment et elle n'a pas été collectée correctement. Et donc, souvent, il y a beaucoup de trous dans la trace. Et il faut agréger ces informations. Donc c'est justement parce qu'à partir du moment où on a un téléphone, un équipement sans fil toujours avec nous, et on utilise beaucoup souvent pour générer la donnée plutôt qu'appeler, ça nous permet d'avoir une donnée plus précise dans le temps et l'espace. On va découvrir maintenant comment vous travaillez avec ces données, comment vous les faites parler et ce qu'elles disent de nos mobilités. Lorraine, c'est à toi de jouer dans le Science en Action. Et donc Aline, ensemble, on va s'intéresser à ces traces réseaux cellulaires que vous collectez. Alors déjà, comment vous les récupérez? J'imagine que vous n'allez pas hacker des antennes des antennes 4G, des antennes 3G. Non, pas du tout. Donc déjà, c'est par collaboration. Ouais. Donc il y a déjà des traces cellulaires qui sont publiques. Hein. Ok, d'accord. Et ça, c'est très bien, c'est nouveau. Hein. C'est les opérateurs qui les rendent publics? Qui décident de les rendre publics. Donc, c'est des traces, à ma connaissance, c'est une trace qu'on utilise, mais c'est des traces collectées en Chine, avec des chercheurs chinois. Vous bossez sur des traces qui peuvent venir du monde Qui peuvent venir, à partir du moment qu'ils sont publics, on s'intéresse. Hein, Et sinon, c'est des collaborations très strictes, très cadrées juridiquement avec des opérateurs. Et pas forcément en France, ça peut être un opérateur dans n'importe quel pays du monde. Ah oui. Et donc, du coup, ces traces, elles sont anonymisées, sûres et certaines. Et parfois, on n'utilise pas forcément toutes les informations contenues dans la trace. Bon, on va retourner dans le dur du sujet. Vous nous avez envoyé des exemples de données que vous récupérez, que les opérateurs vous envoient. On en a un exemple ici. Là, qu'est-ce qu'on voit comme type de données? Là, c'est donc elle décrit le temps, quand est-ce qu'il a été collecté. Si c'était la ligne, donc l'événement qui a été généré dans les réseaux cellulaires, si c'est des appels, SMS, c'est des données. D'accord. Quel type? Donc là, juste pour préciser, chaque ligne, c'est une trace. Alors, chaque ligne, c'est un événement qu'un utilisateur il a généré dans les réseaux. D'accord. Donc, il a passé un coup de téléphone. Il a reçu un téléphone. Il a passé, il a reçu, ou il a appelé, il a envoyé un SMS, il a reçu, ou il a généré une donnée. Il a accédé à un site web, ou il a ouvert une application WhatsApp. OK. Et là, on voit aussi, donc vous voyez bien que le numéro de ce qui appelle, de ce qui a été appelé, il y a des caractères et des chiffres. Oui, ce n'est pas des numéros de téléphone. Donc ça, c'est déjà des champs qui ont été anonymisés. C'est ce qu'on voit au milieu, c'est caller number et code number. Tout à fait. Donc là, il a la durée et il a la cellule. Donc Cell ID, c'est la cellule qui a traité cet événement. Donc c'est l'antenne? C'est l'antenne. Donc justement, c'est l'antenne cellulaire où l'utilisateur qui a appelé, il a utilisé. Donc celle que le téléphone, il s'est connecté parce que c'était la tour cellulaire qui lui a donné une meilleure connectivité. On va voir un autre exemple où justement vous l'avez mis en regard avec des antennes. Donc ce qu'on voit au bas de l'image, c'est de nouveau des traces de réseau cellulaire. Alors, elles sont présentées un peu différemment, c'est parce qu'elles viennent d'un autre opérateur ou c'est parce que... Oui, tout à fait. Elles viennent d'un autre opérateur. Celui-là, on a la latitude, donc on a les coordonnées de la tour cellulaire, de la station de base. Tandis que l'autre, on avait juste l'identifiant de la tour cellulaire. Donc on est incapable de le localiser dans l'espace. On ne sait pas où elle se retrouve. Alors que là, c'est à l'échelle d'un quartier, du coup Non, là, c'est vraiment, encore une fois, c'est juste un exemple. Donc on a coupé une partie de la trace. Donc là, il y a 2 traces, en fait. Il y a une qui décrit des événements, là aussi, il y a l'identifiant de la station de base, donc la tour cellulaire, que c'est celui, le premier, où il y a un cercle vert. On n'a pas la coordonnée de ces tours, donc c'est difficile de savoir où exactement l'utilisateur s'est retrouvé dans la trace. Donc cette trace, on a utilisé juste pour étudier comment les utilisateurs génèrent des données dans les réseaux. On ne pourrait pas aller au-delà.
Ok, on n'utilise pas toujours les données pour suivre les gens Suivre à la la mobilité, non. Parfois, c'est juste pour améliorer notre connaissance. Juste pour savoir comment les réseaux allaient utiliser en termes de génération de données. C'est pour cela qu'on a utilisé cela. Tandis que l'autre, c'est encore une fois, c'est juste un petit morceau. Et là, non, là, on peut suivre la mobilité parce qu'on a les coordonnées de la tour cellulaire. Ah, c'est ce qu'on voit en dessous avec longitude, latitude? Tout à fait. Okay. Et encore une fois, dans un réseau, une trace de réseau cellulaire, on a la coordonnée de la tour qui a traité l'événement, l'appel, l'SMS ou les données, mais on n'a pas la coordonnée de l'utilisateur, où l'utilisateur se retrouvait dans les rayons de couverture de la tour cellulaire. D'accord, mais si on n'a pas son identifiant exact et sa localisation exacte, comment on fait pour les suivre? On les suit par rapport aux connectivités des tours cellulaires. Donc, une connectivité des tours cellulaires, donc vous voyez l'exemple qu'il y a à gauche tout en haut. Donc ça, c'est une topologie cellulaire. Donc là, on a la localisation de la tour et on a juste appliqué un mécanisme pour définir des zones de couverture des tours cellulaires. Donc ce n'est pas la vraie couverture des tours cellulaires, mais c'est un Voronoi qui nous permet de placer sur les tours une espèce de couverture réseau. Mais là, donc vous voyez bien, hein? Les deux points verts, c'est-à-dire qu'on sait quand même que la même personne s'est connectée à un moment donné à cette tour réseau-là, puis, je sais pas, 15 minutes après, à une autre tour cellulaire. Autre tour cellulaire. Mais vous voyez bien qu'au centre, c'est très dense, tandis qu'au bord du carré, c'est des cellules qui ont oui, ça dépend des endroits. Une couverture très longue. Justement, normalement, dans les centres-villes, on a des tours cellulaires qui ont un rayon de 300 par 300 mètres. D'accord. Chose que pour étudier la mobilité, c'est très bien, c'est très précis. Tandis que dans les bordures, donc on sort du centre-ville de cette ville et on a des tours cellulaires qui peuvent aller jusqu'à 1 km, 1 km et demi parfois dans les zones rurales. Oui, donc c'est beaucoup moins précis. Beaucoup moins précis. Donc 300 mètres jusqu'à 1 km, c'est déjà très bien, dépendant du service qu'on veut assurer. C'est une précision, une très bonne précision. Et si je comprends bien, du coup, finalement, c'est de manière indirecte que vous retracez un itinéraire Exactement, c'est de manière indirecte. C'est pour ça que les traces cellulaires, ils sont déjà, on dit qu'ils ils protègent déjà l'utilisateur par la taille de la cellule, parce que c'est agrégé dans l'espace. Tous l'utilisateur qui se retrouvait dans la zone de couverture de cette station de base, ils vont avoir la même coordonnée dans leurs traces. Donc du coup, c'est agrégé par rapport à l'espace et c'est aussi agrégé dans le temps. Déjà, une trace qui décrit juste des appels de SMS, on ne passe pas notre temps à appeler deux gens. Donc on n'a pas un appel à chaque heure dans la trace. On va avoir des appels... Ça dépend, oui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas vous, hein, mais j'utilise rarement mon téléphone pour faire des appels. La donnée... C'est plus Internet, c'est plus les réseaux sociaux. Voilà, c'est des données. Ouais. Et donc, c'est des traces très, très bien, justement parce qu'on a plus d'informations dans le temps. Et ces données, vous les avez parce que les opérateurs sont obligés de les collecter? Ils les collectent par nécessité, on va dire, parce que c'est comme ça qu'ils étudient, qu'ils savent comment le réseau est utilisé. Ils doivent les collecter. Sinon, ils ne savent pas comment les événements, quel type d'événements, si les données, le volume de données. Pour mieux gérer leur réseau, ils ont besoin de collecter ce type de données pour savoir comment les utilisateurs utilisent leur réseau. C'est ce qui leur sert aussi à fixer des tarifs? Exactement, ouais. Donc les tarifs des plans, ils sont mieux gérer leurs ressources, mieux déterminer les coûts qu'ils ont et donc comment ils vont traiter ou vont adapter les plans. Ouais. L'objectif, c'est de faire parler ces données-là, de les expliquer pour pouvoir derrière prendre des décisions sur les réseaux de transport, sur les réseaux cellulaires, pour améliorer ces services-là. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de nos routines? Enfin, vous l'avez dit, on est tous un peu pareils. Est-ce qu'il y a quand même des types de personnes différentes? Est-ce qu'on a tous la même façon de bouger? Alors, donc, le fait que nous avons des routines, ça ne veut pas dire qu'on est tous égaux. Hein. Le contraire, donc l'être humain, il est très difficile à étudier. On est tous hétérogènes. Hein. Ouais. On n'est pas... Et la mobilité des êtres humains, ils sont très complexes, mais il y a des caractéristiques qu'on peut extraire. Donc la routine, c'est sûr, donc on ne se déplace pas de manière aléatoire, hein. On n'est pas complètement de manière aléatoire. Oui.
On n'est pas non plus des robots, heureusement. Donc, on a des moments de routine, que ça constitue une bonne partie de notre journée. C'est typiquement le travail, l'école, pour ceux que... Voilà. Et on a des moments où on aime aussi découvrir. On va au resto, les week-ends, on visite un musée, etc. Bien évidemment, les moments de routine et d'exploration, elles varient en fonction de l'âge, en fonction de conditions socio-économiques, etc. Mais la routine, les moments d'exploration, le fait qu'on a des endroits préférentiels, qu'on s'attache, donc les endroits importants de la routine ou pas, parce qu'on peut aussi avoir un quartier qui on préfère sortir. Donc c'est exploration, mais ça reste quand même région, voilà. Circonscrit dans un endroit. La tendance à suivre le chemin le plus court, ça aussi. Le fait que dans les endroits importants de notre routine, on les revisite souvent, donc il y a une répétitivité dans le temps et dans l'espace. D'accord. Et aussi, on reste stationnaire. Donc on est à la maison, souvent la nuit, on ne bouge pas. Pareil, au travail, dans la routine, s'il y a un travail, il y a des moments de stationnarité qu'on va les détecter. Les enfants ou les ados laissant des moments de stationnarité dans les écoles, etc. Donc ça, la trace, elle nous raconte. Mais sans vouloir vous vexer, mais ça, on le sait déjà. On peut l'avoir par plein d'autres moyens, de savoir que... il y a un pic d'activité au début de la journée, puis ça ralentit, puis ça revient à midi, etc. Donc, qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Donc, ce qu'apporte, c'est le fait que les services, les applications, de plus en plus, ont besoin d'une connaissance très précise, donc à l'échelle d'un individu. Et avec les 5G... Et dans le temps aussi, j'imagine. Dans le temps, donc à l'échelle d'un individu ou d'un groupe d'individus, mais plus petit qu'à l'échelle de tous les individus d'une ville. Le fait que la technologie cellulaire, elle évolue, et là aussi, on va passer à gérer les groupes des individus et le service et les applications de manière plus précise également. Donc, on sort d'un mode gestion d'un réseau, à l'échelle d'une ville, à gestion d'un réseau plus précise, parce qu'on va vers la tendance où les ressources, ils vont sortir du cœur de l'Internet, ils vont être gérés et installés plus proches de l'utilisateur. Donc, à partir du moment où on place ces ressources plus proches de l'utilisateur, donc au niveau des stations de base, il faut mieux gérer la dynamicité de la zone d'une station de base, vous voyez. Donc là, avant, tel qu'on gérait les réseaux, on n'était pas sensible. Les réseaux n'étaient pas affectés par la mobilité ou la routine, même quand on dévie de la routine, qu'est-ce que se passe? Parce que les ressources, elles étaient gérées de manière beaucoup plus haut niveau, on va dire. Et là, les ressources, ils viennent à côté de l'utilisateur. On personnalise en quelque sorte, on ne fait pas à l'échelle individuelle, mais on personnalise de plus en plus, on va dans le détail, quoi. Justement. On est plus précis. Oui, parce que, Jean, tu disais, on connaît les pics d'activité. Les connaître, c'est une chose, mais les avoir formellement, être sûr que c'est ça. Et donc, il faut rajouter une antenne, une station de base, comme vous dites, à tel endroit. Il faut bien avoir des données pour prendre cette décision. Voilà. Et donc, les préférences, ça ne va pas seulement vers la mobilité dans la zone, mais aussi les types de contenu qui est demandé dans la zone. Donc, quand j'ai dit que le ressource, il vient plus proche de l'utilisateur, c'est une ressource, une ressource de calcul et de stockage, qu'on appelle Mobile Edge Computing, donc, qui va aussi être géré en fonction de la mobilité, de l'occupation, l'utilisation du réseau dans la zone, voilà, et les types de contenu qui est utilisé dans cette zone aussi. Très bien, mais merci Aline. Beaucoup, Aline. On y voit plus clair. À présent, on continue de parler de réseau sans fil, mais avec un autre angle de vue. Marine, tu as choisi de remonter un peu le fil du temps pour nous parler d'une histoire étonnante. C'est parti. Alors, depuis le début de l'émission, on parle de réseau. Mais est-ce que vous me croyez si je vous dis que le Wi-Fi n'aurait peut-être jamais existé sans la collaboration entre une star hollywoodienne des années 40 et son ami pianiste? Alors cette star, c'est Hedy Lamarr, une actrice américaine originaire d'Autriche, qu'on a souvent considérée comme la plus belle femme du monde à son époque. Son début de carrière a particulièrement marqué les esprits, puisqu'en 1933, à peine 18 ans, elle a fait scandale en apparaissant complètement nue dans le film tchèque Extase.
Et à partir de ce moment-là, elle n'arrivera plus à se défaire de cette image de femme fatale et elle enchaîne les rôles qui la réduisent à son physique. Et c'était une erreur. Oui, c'était une erreur parce que ce qu'on retient moins d'Eddie Lamar, c'est qu'en plus du cinéma, elle était passionnée d'invention depuis toute petite. Alors on lui attribue tout un tas de créations farfelues, notamment le distributeur automatique à moutarde. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elle développe sa plus brillante invention avec l'aide du pianiste George Antheil. Donc leur but en 1940, c'est de rendre les torpilles américaines indétectables et impossibles à détourner par les sous-marins allemands. Et pour faire ça, il crée une méthode de communication radio qu'on appelle la technique d'étalement de spectre par saut de fréquence. Donc pas de panique, c'est plutôt facile à comprendre. En fait, au lieu de diffuser un signal sur une seule fréquence qui peut être facilement espionné ou brouillé, le signal change de fréquence plusieurs fois par seconde et donc ça rend le signal beaucoup plus discret. Il n'y a que l'émetteur et le récepteur du signal qui connaissent toutes les fréquences utilisées, donc qui peuvent reconstituer le signal. Donc voilà, les deux inventeurs déposent leur brevet en 1941, mais à l'époque, l'armée américaine refuse d'utiliser l'invention. Alors, plot twist quand même, Eddie Lamar apprendra plus tard que son invention a bel et bien été utilisée, 20 ans plus tard pendant la guerre froide. Mais évidemment, le brevet ayant expiré, les inventeurs n'ont jamais touché le moindre centime. Alors c'est bien tout ça, mais quand est-ce que tu nous parles de Wi-Fi ? J'y viens. Alors à la fin des années 60, Eddie Lamar finit par quitter le cinéma. Elle tombe peu à peu dans l'anonymat, contrairement à son invention qui, elle, va encore beaucoup servir. Et pas qu'un peu, puisque la technique du saut de fréquence, c'est ce qui a été utilisé dans les premières versions du Wi-Fi à la fin des années 90, mais aussi dans le Bluetooth, les communications militaires et même la technologie GPS. Donc la prochaine fois que vous vous mettez en Wi-Fi, vous pourrez dire merci Eddie. Voilà. Super, merci Marine. On a appris plein de choses. Vous connaissiez cette histoire, Aline ? Pas l'histoire, non, pas du tout. Je connais le fait que le Wi-Fi il saute des fréquences, oui. Mais d'où ça vient Par contre, je connais l'actrice. Une fois que j'ai vu la photo. Et les figures féminines comme ça vous inspire ? Oui, tout à fait. Ouais, je trouve que c'est... Vous avez des modèles, vous aussi, auxquels vous vous référez dans le domaine du numérique aujourd'hui, par exemple ? Oui, il y a une Marie Kermarek. C'est quelqu'un aussi c'est une chercheuse INRIA à la base. Donc, j'ai intégré INRIA pour travailler dans son équipe. Okay. Et je suis restée dans son équipe pour quelques années. Et elle est partie actuellement et elle travaille à l'EPFL, à Lausanne, en Suisse. Merci Aline. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche INRIA. Avec vos équipes, vous concevez et testez des dispositifs de collecte respectueux de la vie privée des usagers. On en discute avec l'un de vos collègues dans l'esprit d'équipe. Bonjour Nadji Bachir. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Science en question. Vous êtes enseignant à l'université Sorbonne Paris-Nord et chercheur INRIA. Alors, vous faites partie de la même équipe. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble ? Oui, ça fait, depuis 2019 déjà j'ai rejoint l'équipe dans le cadre d'une délégation. C'est un dispositif qui permet à des enseignants-chercheurs d'avoir de la mobilité. Ouais. On reste toujours dans l'esprit de la mobilité. Et donc j'ai rejoint l'équipe depuis 2019, mais on travaille ensemble sur plusieurs thématiques, et notamment cette thématique liée à la mobilité. Mais personnellement, je connais Aline depuis une vingtaine d'années, depuis 2001 ou 2002. Donc, voilà. Et le réseau passe bien, ça marche bien. Le réseau, ça c'est bien vu. Oui, le réseau passe bien. On collabore sur certaines thématiques. Alors pas sur toutes, parce qu'elle travaille aussi sur d'autres thématiques et moi aussi sur d'autres thématiques aussi avec d'autres collègues. Mais on a quelques thématiques en commun, et notamment ce qui est lié à la mobilité. Ouais, alors on va s'intéresser en particulier à un projet qui est baptisé Mythique. Quel est son objectif ? Alors l'objectif du projet Mythique, donc il a initialement comme idée, c'était de proposer à la communauté scientifique des traces et des outils de collecte de traces réseau qui permettent derrière d'analyser ces traces-là et déduire de la trajectoire de ces utilisateurs et des contacts, le contact entre les terminaux. Ça, c'est l'idée originale du projet, sachant que la communauté, l'une des choses où on a le moins, c'est que lorsqu'on teste des solutions de protocole ou de routage ou d'algorithme, quel que soit l'algorithme, on a toujours du mal à avoir des traces sur lesquelles on doit tester ces algorithmes-là et des traces les plus représentatives de la réalité. Et donc l'objectif du projet Mythique, c'est de mettre en place des outils et de générer des traces qui permettent
aux chercheurs, s'ils veulent tester leur solution, quelle que soit la solution, qu'ils puissent se baser sur des traces réelles. D'accord, c'est de donner les moyens aux scientifiques de travailler. C'est un projet ANR, ça? Oui, ça c'est un projet ANR qui est un projet ANR. Et quel est le principe derrière? Comment ça fonctionne? Le but, c'est de mesurer de quelle manière? Alors, techniquement, si on rentre un peu plus dans le détail, donc à la différence des réseaux cellulaires où la couverture est assez grande, ici, on s'intéresse beaucoup plus à une technologie beaucoup plus restreinte en termes de couverture, qui est le Wi-Fi. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé qu'on a tous nos téléphones avec nous, et c'est les téléphones, on pense tout de suite aux réseaux cellulaires, mais en réalité, nos téléphones, ils ne contiennent pas que cette technologie, ils contiennent aussi une carte réseau Wi-Fi, une carte Bluetooth, donc finalement, ils parlent plusieurs langues. Et nous, on s'intéresse à une langue en particulier, qui est le Wi-Fi, et parce que sa couverture, elle est beaucoup plus petite, et donc automatiquement, le contact entre les terminaux donne une notion de distance qui est beaucoup plus petite. Donc on peut avoir une idée, on peut l'utiliser en tous les cas pour avoir une cartographie de la mobilité des personnes sur des espaces beaucoup plus restreints. C'est quoi plus petit, pour nous donner un ordre de grandeur? La couverture idéale d'un réseau, enfin non, idéal, dans le monde idéal, on va dire d'un réseau Wi-Fi, on peut arriver à 200-300 mètres. Mais en réalité, dans la vie réelle, on est bien au-dessous de ça. Donc on peut être dans un environnement ultra bruité, on peut être à 30 mètres, 40 mètres. Oui, même chez soi, on est parfois obligé de remettre un répéteur Wi-Fi. Exactement. D'une pièce à l'autre. Donc finalement, avoir une distance, ça c'est 30 mètres, c'est le maximum. Donc ça veut dire qu'on est dans le contact, il est beaucoup plus... la distance entre les personnes sont beaucoup plus petites. Alors le dispositif s'appuie sur des appareils un peu spécifiques qu'on appelle des sniffers. Alors, qu'est-ce que c'est on va les appeler des collecteurs. Des collecteurs. Ok. Alors, le terme anglais, c'est vrai, on dit c'est sniffer, mais si on traduit ça en français, c'est collecteur. C'est ce qu'on voit à l'image, là? Exactement. Ça, c'est un des équipements qu'on a développé. Alors, c'est quelque chose d'ultra simple. À l'intérieur, il y a des petits équipements. C'est des petits Raspberry qu'on a mis 5. Chaque Raspberry est doté d'une... C'est quoi un Raspberry? C'est un petit ordinateur. Tout petit, qui marche sur on peut le brancher sur un truc USB et ça fonctionne. Il a un petit OS dessus, un Linux tout basique. Il a plusieurs interfaces, et notamment des interfaces Wi-Fi intégrées, mais ce n'est pas cette interface qu'on utilise. On utilise des cartes Wi-Fi extérieures qui sont connectées. C'est les petites barrettes blanches et noires là, sur les côtés. Horizontales, oui. Horizontales, voilà. Ensuite, elles sont connectées à des antennes extérieures. On voit les 5 antennes extérieures. Elles sont dotées aussi de GPS. Alors, on a intégré des capteurs GPS à l'intérieur de ce capteur-là, de ce collecteur. Oui, alors c'est ça. Là, on voit, par exemple, sur cette image, ils ne sont pas utilisés. Il n'y en a pas qu'un seul. Hein. Oui, on en met plusieurs pour un peu couvrir une certaine zone. Et les utilisateurs se baladent à l'intérieur de cette zone. Là, un petit exemple, c'est un petit parking, pas très loin d'Inria. Et donc les utilisateurs se baladent à l'intérieur de ce parking-là. C'est pour faire des expérimentations et évaluer un peu les solutions. Et l'idée, c'est qu'on se balade, on est capturé, nos signaux sont capturés par ces collecteurs. Et au fur et à mesure, dans le temps, on arrive à savoir, en fonction on a été plus collecté par celui-là et moins collecté par celui-là, ensuite beaucoup moins collecté par celui-là. On arrive à avoir un certain calcul de la position de l'utilisateur en fonction du rapport signal à bruit, ou en tous les cas de la puissance de collecte qu'a collecté ce collecteur par rapport à un autre. Un exemple simple, on prend la voix, je parle, il y a une personne qui est là qui m'écoute, une personne autre là qui m'écoute, une personne là qui m'écoute. Si ces personnes-là se coordonnent entre eux, ils peuvent savoir d'où vient ma voix. C'est exactement le même principe. Et juste, on n'a peut-être pas précisé quelque chose. Ce que vous captez, c'est qu'est-ce qui est envoyé par téléphone? Oui, alors nos téléphones sont bavards, ils parlent beaucoup. On s'intéresse à un message particulier, c'est le probe request, un message qui est généré par vos téléphones, qui, en quelque sorte, cherche autour de lui certains points d'accès. Un exemple simple, lorsque vous rentrez chez vous, votre téléphone automatiquement se connecte à votre borne Wi-Fi. Il a cherché votre borne Wi-Fi. Bien sûr, votre borne Wi-Fi envoie peut-être des beacons pour dire qu'elle est là, mais lui aussi, il cherche « Ah, je connais tel réseau borne Wi-Fi et je suis là, est-ce qu'ils sont là? S'ils sont là, je peux me connecter à vous. » Et donc, c'est le même principe. Nous, on capture ces messages-là.
Alors, mais là, rien à voir avec ce qu'on parlait tout à l'heure. Enfin, l'échelle n'est pas du tout la même. Hein. Là, c'est vraiment c'est très local et puis vous ne touchez pas le même nombre de personnes. Non, c'est vrai que l'échelle, elle est beaucoup plus petite parce que comprendre la mobilité humaine, c'est la comprendre à large échelle, mais aussi parfois la comprendre à petite échelle. Les besoins, les applications ou les besoins ne sont pas forcément les mêmes pour le large échelle et la petite échelle. Et donc, il faut connaître, il faut savoir un peu une idée. Un exemple simple, je vais prendre des exemples dans des gares. La mobilité des personnes dans des gares, c'est une échelle beaucoup plus petite, par où ils rentrent, par où ils sortent, d'où ils viennent, etc. Donc, on peut avoir une idée sur comment améliorer une mobilité à l'intérieur d'un environnement bien précis. Donc en fonction de la question qu'on se pose, on va choisir un dispositif plus qu'un autre, un réseau sans fil plus qu'un autre. On adapte un petit peu les outils qu'on a pour aller au plus précis. Bien sûr, les technologies se complémentent. Donc ils n'ont pas forcément tous... Ils ont des points positifs et des points négatifs, dans le sens, le réseau cellulaire, ce qu'on obtient, c'est très intéressant, parce que tout de suite, on est sur des échelles importantes. Mais par contre, à cause de l'agrégation, on perd un peu certains détails. Et voilà, c'est ça. Okay. Alors, grâce à ce dispositif, vous avez réussi aussi à mieux mettre en évidence une faille de sécurité. Laquelle ? Alors, l'idée simple, c'est que lorsqu'on se balade, on est identifié, on détecte. Nos messages sont envoyés en Wi-Fi, nos collecteurs collectent ce message, mais dans ce message, il y a des choses qui appartiennent à vous, qui identifient votre terminal. Et pour la technologie Wi-Fi, l'élément qui identifie une carte réseau Wi-Fi au sein d'un équipement, c'est l'adresse MAC. Cette adresse MAC, elle est codée en hard, ça veut dire qu'elle vient dans la carte. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose lorsqu'on l'achète, elle est là. Okay. D'accord ? C'est propre C'est propre à l'équipement, à la carte qui est dans votre téléphone. Et donc cette carte-là, elle a une adresse qu'on appelle l'adresse MAC. Et cette adresse MAC, elle est mise dans le message qui est envoyé. C'est signé. C'est signé. Enfin, elle dit, c'est moi qui envoie ce message. Et donc, imaginons que cette adresse, elle ne change jamais, c'est toujours la même. D'accord ? Et imaginons maintenant que je sais l'adresse qui est dans votre téléphone. Il suffit que j'ai un sniffer ici. Lorsque vous rentrez dans l'immeuble, je sais, telle personne, elle est là. Parce que je sais que cette adresse correspond à telle personne. Alors, le standard a réagi à ça. Comment ils ont réagi ? Dire, OK, dorénavant, ce qu'on va faire, on va appliquer un mécanisme qui s'appelle un mécanisme de randomisation d'adresses MAC. Ça veut dire, périodiquement, on change l'adresse MAC. On génère des adresses virtuelles qui n'existent pas. Tous les combien de temps ? Alors, c'est ça. Le standard donne une recommandation. Il dit, voilà, ça serait bien de faire ça, standard Wi-Fi. D'accord. Ce qu'on appelle, vous faites une randomisation des adresses MAC, mais ça reste une boîte noire, il ne dit pas comment. C'est les constructeurs qui développent, qui changent ça. Ça, c'est quelque chose en réseau qui est assez commun. Dans plein de technologies, le standard dit « faites ça », mais il ne dit pas comment vous devez la faire. C'est aux constructeurs, aux développeurs de proposer des solutions. D'accord ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas tous forcément les mêmes solutions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que certaines sont plus robustes que d'autres. Bien sûr, ça dépend de l'effort qui a été fait pour aller dans ce sens-là. Et donc, actuellement, soyez tranquilles, vos téléphones, normalement, font ça. Mais parfois, ils ne le font pas d'une façon beaucoup plus... voilà, le bouchon n'a pas été poussé très loin. Okay. Et donc, on arrive à reconstruire. Ça veut dire qu'à savoir que telle adresse virtuelle MAC, avec telle adresse virtuelle, on a observé telle adresse virtuelle MAC pendant un certain moment, après on a observé telle autre adresse virtuelle MAC pendant un certain moment, après on a observé telle autre adresse, mais en réalité, c'est le même équipement. Et on arrive avec quelques algos à trouver ce qu'on appelle une caractéristique entre ces équipements, c'est une signature, un comportement, et ce comportement, pendant cette période-là, cette adresse MAC s'est comportée de telle façon, c'est-à-dire les paquets, les trames émises ou les probe requests émis par qui ont cette adresse MAC ont un certain comportement. Et j'observe le même comportement pour celle-là, pour celle-là, pour celle-là. Donc je peux dire que c'est le même équipement. Mais alors c'est sans fin. Quand est-ce qu'on arrive à couper ça et à vraiment anonymiser les données ? En réalité, ce qui serait intéressant, c'est
nous, on a montré qu'on peut associer avec certains algorithmes. En réalité, il faut une solution voilà, il faut proposer des solutions où notre algorithme n'est pas efficace, ou les algorithmes de d'autres personnes. Donc ça veut dire, mais par contre, pour trouver ces solutions, il faut montrer qu'on est arrivé à faire ça en suivant telle chose. Ça veut dire que les éléments qui nous ont permis, nous, de trouver l'association, il faut que dans l'algo de randomisation, ils prennent en considération ça pour enlever ce comportement commun. Finalement, vous testez un peu les opérateurs, vous testez les limites pour justement repousser les sécurités. Oui. Et puis on comprend aussi là, c'est important pour vous du coup l'enjeu c'est d'avoir accès à ces données pour pouvoir tester ça sinon, oui, alors en réalité, lorsqu'on a commencé le projet Mythique, ce problème de randomisation, on l'avait senti, mais on ne l'avait pas senti aussi qu'il allait prendre autant de temps. Et il a pris autant de temps, parce que ce n'est pas facile finalement, donc ça nous rassure un peu, ça rassure tout le monde. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est possible. Par contre, ce n'est pas 100%, c'est toujours des pourcentages d'associations. Ça veut dire, il y a dans certains cas, lorsqu'il est très statique, on arrive à des associations assez importantes, 99% des cas. Mais dans des cas où il y a un environnement très bruité, c'est-à-dire il y a beaucoup de monde, beaucoup de mobilité dans des malls, dans des centres commerciaux, etc., ça bouge beaucoup. Et donc, on n'arrive pas forcément à des taux très importants, mais on arrive à 60, 65, 70%. C'est quand même déjà important. Mais voilà, il y a déjà... ça reste quand même... il fonctionne un peu bien quand même. Pas à 100% bien, mais il fonctionne déjà. Très bien. Bon, écoutez, merci, c'était parfaitement clair. On va maintenant retourner voir le public. On leur a posé une question. On leur a demandé « Que pensez-vous de l'utilisation de vos données ?» Alors, écoutez bien leur réponse. On vous demandera de réagir juste après. Regardez. Un vaste sujet. Je crois qu'on est déjà géolocalisé assez facilement si on y prête guère attention. Si ça peut rendre des services pour se déplacer, oui, après, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais après, on n'a pas le choix, on vit avec. On vit avec ça, quoi. On nous l'impose. Il faut vraiment faire en sorte d'obtenir le maintien de l'anonymat. Il faut demander personnellement à chaque personne si elle est d'accord ou pas. En général, on pose la question à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on lui demande. Et on fait l'effort de lui présenter ça de telle sorte que la réponse la plus facile pour lui, c'est celle dont on a besoin. Et puis après, il faut surtout voir à quoi ça sert précisément, qu'est-ce qui est récolté et comment c'est traité. Et vraiment dans quel but. Si c'est pour améliorer quelque chose, pourquoi pas. Après, ça dépend si c'est de la recherche fondamentale ou appliquée, je trouve. Si c'est de la recherche appliquée, forcément, ça va être plutôt associé à des logiques un peu plus mercantiles ou commerciales. Il y a du bon et du moins bon, il faut veiller, se protéger du moins bon. Après, ça dépend pour qui travaillent les chercheurs. Vos chercheurs, ils travaillent pour qui? On sent que la question de à quoi vont servir ces données-là, elle est quand même assez présente. Alors, je reprends ce que nous dit cette dame, vous travaillez pour qui? Pour nous-mêmes, en fait. Alors, donc, en particulier, le projet Mythique, on est trois universités. Donc il n'y a pas d'entreprise. Donc, on a déjà mentionné l'Université La Rochelle. Nous, il y a aussi la Sorbonne Université, l'Université Pierre-Marie Curie. Et donc, on est des académiques. Et l'idée de base, c'était vraiment, on visait la communauté scientifique, comme on a déjà abordé. Donc, leur donner des traces de mobilité, notamment de contact, pour développer les solutions, leur recherche. Sinon, donc, les résultats des Mythiques, ça vise cet objectif scientifique. Pour toute la partie de l'analyse des mobilités des réseaux cellulaires, pareil. Donc, dans mes recherches, dans ces contextes, quand j'ai eu l'opportunité d'avoir accès à ces données, c'était vraiment un contexte scientifique. Je n'ai pas fait un transfert, que ce soit industriel lié à cette recherche. Vous n'étiez pas directement dans la recherche appliquée parce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui fait la différence pour lui entre recherche appliquée et c'est très fondamentale où recherche appliquée, il y aurait un but mercantile? En réalité, pour moi, la recherche fondamentale, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore trouvé comment l'appliquer. Donc, l'échelle, ça dépend à quelle échelle on prend les choses. Si demain, il y a une théorie qui sort, mais elle a besoin de 100 ans pour qu'elle puisse être appliquée, et on a eu, à la fin, ça va forcément être appliqué. Donc il n'y a pas cette frontière très claire ou fondamentale, mais jamais appliquée. Ce n'est pas vraiment le cas. Ça, c'est
première chose. Et deuxième chose, à nous aussi, lorsqu'on montre par exemple qu'il y a cette faille et on montre qu'on peut associer beaucoup, etc., ça veut dire qu'on challenge un peu les industriels pour qu'ils aillent plus loin. Le fait qu'on publie ça, que ça fasse du bruit, ça fait peut-être inciter à aller plus loin en termes de protection. Donc il ne faut pas le voir que... Aussi. Voilà, il ne faut pas le voir seulement d'un côté... Si on ne pointe pas un problème, il ne sera jamais résolu. Donc plus on le pointe, plus ça fait de la discussion sur ce problème pour le résoudre. Et vous qui avez un peu l'envers du décor, comment vous vous comportez dans la vie de tous les jours face à l'utilisation des applications, du réseau mobile, etc. Est-ce que vous êtes méfiant? Je ne sais pas, est-ce que vous avez... On se noie dans la masse. Non, moi personnellement, je ne fais pas forcément... Honnêtement, je ne suis pas forcément super attention, etc. Les cordonniers les plus mal chaussés. Voilà. Ouais, non, alors moi, je donne et parfois je ne donne pas. Donc ça dépend de l'application. Quand je vois vraiment qu'il n'y a pas de raison pour de collecter mon information, je déshabilite. Mais sinon, oui, parce que dans ma tête, j'ai dit, c'est comme ça aujourd'hui. Oui, on n'a pas beaucoup de choix si on veut utiliser des services que tout le monde utilise. Justement, voilà. J'ai conscience que derrière, il y a quelque chose, que dépendant de ces services et de ces applications, quand je vois qu'il y a une raison de collecter l'information, je dis, je vais profiter du meilleur service de l'application si je l'autorise. Après, collecter et l'utiliser pour leur service, c'est une chose. Collecter, la vendre à d'autres tiers, à des tiers que je ne connais pas, ça, c'est une autre chose. Et ça, on ne peut pas le savoir. Et là, on vous invitera pour faire la suite de cette discussion. Préparez-vous, dans la suite de l'émission, Marine va vous lancer un petit défi. Promis, rien de trop compliqué. C'est notre séquence en coulisses. Alors, Aline, Najib, j'ai un petit challenge pour vous. Vous avez chacun 30 secondes pour présenter votre parcours. Aline, c'est vous qui allez commencer. Est-ce que vous êtes prête? Le chrono va s'afficher sur l'écran. Oui. Vous me dites quand vous êtes... Oui, c'est bon. Oui. Alors, c'est parti. Donc, je suis informaticienne. J'ai eu mon diplôme dans une université brésilienne, l'Université fédérale de Goiás. Ensuite, j'ai créé mon propre entreprise avec 3 autres copains. 3 ans après, j'ai décidé de suivre la carrière en tant que chercheur. J'ai fait un master encore au Brésil et ensuite, j'ai commencé un doctorat et je suis venue en France. Et donc, j'ai fait mon doctorat et j'ai passé le concours à l'INRIA. Bravo, pile poil. Ça passe vite. Najib, c'est votre tour. Vous pensez faire aussi bien qu'Aline? Je ne sais pas, on va voir. Mais le challenge est relevé. On va lancer le chrono. Alors, vous êtes prêts? Prêt. C'est parti. Donc, je m'appelle Najib Bachir, donc je suis aussi informaticien. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique en Algérie. Ensuite, j'ai fait un DEA, un diplôme d'études approfondies à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Par la suite, un doctorat à l'Université de Pierre-Marie Curie, Paris 6. Et j'ai été embauché en tant que maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord, à l'époque ça s'appelait l'Université Paris 13. Et plus récemment, je suis associé, en tous les cas chercheur, au sein de l'équipe Tribe à Innovation. Sur le gong. Parfait. Bravo, félicitations. Belle performance, ouais. Bravo à tous les deux. J'ai quand même quelques questions en plus pour compléter vos présentations. Par exemple, Aline, vous avez mentionné vos études à l'université. Regardez l'image qui va s'afficher à l'écran. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non. Pas du tout. Et si je vous dis maintenant que c'est l'Université fédérale de Goiás au Brésil, est-ce que ça vous évoque un peu plus de choses? Oui, ça a beaucoup changé depuis, ça fait quand même... Oui, il y a eu des travaux, c'est ça? Oui, énormément. Ça fait 25 ans. Et donc, vous avez suivi vos études, une partie de vos études d'informatique dans cette université-là? La totalité. La totalité. J'ai fait la totalité des études là-bas. Et si je vous dis Claudio Martins, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Tout à fait. Donc, c'était un des professeurs à l'université. J'allais la voir en 2e année. C'était le professeur de la matière réseau de communication. Mais je commençais un stage scientifique avec lui la première année et il m'a fait découvrir les réseaux, en fait.
Et voilà, donc ça m'a dit beaucoup de choses parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser par les réseaux de communication. Qu'est-ce qui vous a passionné dans les réseaux? Qu'est-ce qui vous a accroché? Alors, qu'est-ce que ça m'a accroché? C'est difficile à répondre. Je ne sais pas. La communication, à l'époque, je ne voyais pas la différence communication filaire ou sans fil. Pour moi, c'était juste pouvoir communiquer de l'autre côté de la planète. C'est le pouvoir communiquer, en fait. C'est le fait de la technologie, il te permet de prendre ton téléphone. Là, à l'époque, c'était moins répandu, le téléphone sans fil. Hein. D'ailleurs, j'ai vu les premiers ordinateurs arriver à l'université en tant que réseau. Et donc, ça m'a fasciné le fait de pouvoir discuter, envoyer un message, ou regarder un site. Ou être à la maison, j'ai vu les modems. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, l'équipement qui nous permettait d'utiliser les réseaux téléphoniques pour communiquer. Arrivé chez moi, donc ça m'a fasciné le fait de pouvoir communiquer à distance. Et d'ailleurs, ça vous passionnait tellement qu'en première année, vous alliez suivre les cours du soir de ce fameux professeur. Oui. Justement, ouais. C'était une matière que j'allais voir en deuxième année, mais j'étais tellement passionnée qu'il nous a proposé, à moi et à notre collègue, de venir assister son cours dans une autre université privée qui donnait des cours le soir, justement. Donc c'était très investi. 2 fois par semaine. Il avait quoi? Il avait une façon de raconter les choses, de transmettre qui vous a plu, qui vous a accroché? Aussi. C'est un très bon pédagogue. Il était un ingénieur aussi très appliqué. Et jusqu'aujourd'hui, il travaille dans le réseau, ici, Renater, là, c'est RNP, dans la gestion de ces réseaux. Donc, il était dans la pratique, il est toujours très connu au Brésil. Ouais. Vous avez parlé de la start-up, vous avez participé à la création d'une entreprise à un moment dans votre parcours, mais au bout d'un an et demi, vous vous êtes un petit peu lassé, et puis vous vous êtes plutôt tourné vers la recherche. À quel moment vous vous êtes dit ça ne me plaît pas l'entreprise, moi je veux devenir chercheuse? Alors, quand ça a commencé à devenir très répétitif, le travail, donc, on a eu beaucoup d'opportunités de faire des choses innovantes, des choses qui nous poussaient à lire, à apprendre, mais on ne faisait pas que ça, parce qu'il fallait vivre, Et donc, on prenait un peu d'autres travails dans l'entreprise. Donc, on faisait du consulting, on configurait des imprimantes. Et donc, du coup, au bout d'un moment, c'était trop répétitif, trop simple, sans innovation. Et donc, je m'étais dit, mais je veux bien un travail où j'ai les challenges tous les jours. Je suis forcée, vraiment, c'est un peu forcée à apprendre, à lire, à étudier, parce que, bon, on encadre et parfois, on n'est pas les maîtres, on ne sait pas tout. Hein. Donc, souvent, on a des défis à relever qui nous forcent aussi à se mettre à jour. Et donc, vous vous êtes lancé dans un doctorat. Justement, en parlant de doctorat, Najib, on va vous montrer une image qui va peut-être vous rappeler vos années d'études. Est-ce que ces livres vous disent quelque chose? Oui, c'est les livres que je lisais à l'époque dans mon école d'ingénieur sur les réseaux informatiques. Et c'est à travers ces livres, alors, beaucoup plus le premier, même le deuxième aussi, oui, pardon, plus celui de droite, même celui de gauche, mais surtout beaucoup plus celui de droite, où j'ai commencé à connaître les réseaux et ça m'a fasciné parce que j'étais toujours fasciné par la technologie et en plus de ça, le fait que c'était le boom de l'Internet, hein, enfin le boom, voilà, la communication commençait à être quelque chose qui commençait à rentrer dans les maisons. Et donc, c'était quelque chose qui m'a passionné. Et cette personne-là, donc Guy Pujol, c'était donc ses livres que je lisais en école. Et par la suite, il est devenu mon directeur de thèse. C'est le pape des réseaux, Guy Pujol? Alors, il y aura d'autres personnes qui ne vont pas te connaître. Non, mais un des premiers, oui. C'est un des premiers. Et on va dire ça, il a eu un grand impact sur les réseaux en France. Et ça vous a fait quoi la première fois que vous l'avez eu en cours, de voir en personne quelqu'un dont vous lisiez les livres? Oui, c'était impressionnant parce que moins d'un an avant, je lisais ses livres au lieu de l'avoir en personne. Et c'est encore mieux parce que même d'un point de vue pédagogique, il est exceptionnel. Il explique les réseaux d'une façon très 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 claire, très très pédagogue. On comprend, mais d'une clarté hallucinante. Et ça m'a réconforté aussi dans mon choix de faire du réseau.
Et par la suite, donc j'ai fait une thèse avec lui et je collabore jusqu'à maintenant avec lui. Récemment, on a déposé un projet ensemble. Donc c'est une très belle rencontre et je le remercie jusqu'à présent d'avoir pu, on va dire, le connaître et faire des choses avec lui. Donc vous avez tous les deux été marqués par vos professeurs et aujourd'hui, c'est vous qui transmettez à la prochaine génération de chercheurs, puisque vous encadrez tous les deux des doctorants. Aline, est-ce que vous reconnaissez la personne qui s'affiche à l'écran? Oui. Oui. Donc vous avez eu d'autres, c'est un de vos doctorants, hein, je précise, vous avez eu plusieurs doctorants qui c'est, là dans votre carrière. Vous pouvez nous donner son nom peut-être? Alors, Eduardo Muccelli, c'est le premier doctorant que j'ai eu, brésilien, et le premier que j'ai eu en tant que HDR, donc c'est-à-dire j'ai passé mon habilitation et je l'ai encadré toute seule. Ouais. Et il a eu un impact particulier sur la façon dont vous voyez votre travail? Alors, c'est la première thèse. Donc, on a démarré. Donc, je laisse l'étudiant choisir un peu son chemin. Hein. Donc, j'ai un sujet qui m'intéresse, que je veux creuser. Et j'ai jamais un sujet figé. Il y a ça et je veux cette solution. Non. Et donc, du coup, j'avais un peu la direction que j'aimerais suivre. Et lui, il est allé trop loin. Je veux dire, dans le bon sens, hein, il est plus loin que j'attendais. Et donc, toute la partie de comprendre la mobilité est venue grâce à sa thèse, parce qu'il m'a amené voir une chose que dans ma recherche, j'étais trop sur les dispositifs sans fil. Donc, il m'a fait voir la mobilité dans les réseaux d'un autre point de vue. Et c'était, oui, un point de vue plus humain, c'est ça? C'est ce que vous m'aviez dit? Plus humain, voilà. Voir que le fait qu'on porte un téléphone sur nous, ce téléphone, le fait qu'il nous suit, on va dire, toute notre routine, notre caractéristique ou même nos intérêts, c'est un miroir que le téléphone il décrit. On ne se rend pas compte de ça, mais du point de vue recherche, c'est très intéressant. On n'est pas juste des appareils, on est des personnes qui portent des appareils. Voilà, et que l'appareil il va juste décrire notre vie à travers de la technologie. Mais derrière un appareil, de cet appareil, surtout le téléphone, il y a une personne avec des habitudes, etc. Najib, vous encadrez aussi des doctorants. En préparant cette émission, vous me disiez que la soutenance de thèse, c'était un moment toujours un peu fort. Qu'est-ce que ça représente quand on a travaillé des années avec un étudiant? Bah oui, c'est... alors bon, le mot... qui peut revenir, c'est un accouchement. C'est un peu comme vos enfants. Voilà, on vit ça d'une façon intense parce que avec une personne, on a travaillé pendant 3 ans, parfois plus, et là, il passe du statut où c'est mon doctorant ou notre doctorant à un statut où il est docteur, il est plus... je suis son ex-directeur de thèse, je ne suis plus son directeur de thèse. Et donc, c'est quelque chose c'est une étape importante et c'est toujours il y a beaucoup d'émotions, on va dire, pour ces moments-là, parce que, bon, on arrive à la soutenance en elle-même, c'est plié, dans le sens tout est fait, les rapports sont arrivés, donc les rapporteurs ont autorisé la soutenance, donc il n'y a pas de surprise le jour J. Mais ça reste le moment symbolique où on passe le cap entre un étudiant à docteur. Très bien. On arrive bientôt à la fin de cette émission. On va maintenant découvrir les recommandations que vous allez nous faire, des recommandations culturelles. C'est parti. Alors, Aline, votre recommandation, c'est un film. C'est lequel? The Circle. Je suis désolée, je ne connais pas le nom. Comment il a été traduit? Bon, le cercle. Ouais. Non, c'était The Circle. Voilà, c'est un film qui m'a beaucoup marqué et surtout impressionné. Il m'a fait très peur. Est-ce que vous pouvez faire le pitch? Il raconte quoi, ce film? Alors, il raconte... moi, j'ai beaucoup associé à Facebook. Donc, c'est un grand réseau social. Ce n'est pas Facebook, hein, mais ça parle d'un réseau social. L'actrice Emma Watson elle est allée travailler et ces réseaux, il a pris une dimension dans la vie d'une ville, je pense que c'est l'échelle d'une ville, où c'est devenu très invasif parce que le réseau il a convaincu ses usagers de partager tout de leur vie dans les réseaux sociaux. Donc, caméra partout, dans chaque maison il y avait une caméra. Donc c'est un réseau social.
où Ok. on partageait tout, tout vraiment. On voit bien le lien du Et coup c'est avec- devenu très invasif. Rocha. Ouais. Ok. Et vous, Najib, qu'est-ce que vous avez décidé de nous partager? Alors, moi, c'est un film qui m'a aussi marqué, qui est Bienvenue à Gattaca. C'est un peu... J'ai toujours été fan un peu des films où ils mettent la technologie, où l'avancée technologique, elle a un impact sociétal très très fort, bon et mauvais. Pas tout. Voilà, pas que du bon. Et donc ça, c'est toujours ces histoires-là, elles m'ont toujours un peu attiré, parce que c'est un peu, on voit qu'il y a du mauvais dans tout bon, si on peut dire ça comme ça, dans toute évolution technologique. Et il faut savoir un peu comment prendre ça. Et donc l'histoire ici, c'est tout simplement une évolution technologique. On maîtrise, on va dire, le génome, l'ADN, etc. Et donc on peut choisir ses enfants d'une façon parfaite, sans aucune maladie. Donc génétiquement, ils sont considérés comme parfaits. Mais ce n'est pas toutes les personnes de la société qui tendent vers cette logique. Donc d'autres personnes ne tendent pas vers cette logique, donc ils ne font pas ce chemin de choisir leur embryon, etc., pour que ce soit des enfants parfaits, etc., le génie, exactement. Et donc on va se retrouver avec deux sociétés. Une société de personnes qui sont génétiquement parfaits, donc ils ont accès à tout, et une autre partie de la société qui sont génétiquement considérés comme imparfaits, et qui n'ont accès à rien. Et l'idée du film, c'est comment une personne de la société génétiquement imparfaite accède en trichant, parce qu'il prend l'identité d'une autre personne. Voilà, il y a deux qui trichent et qui montrent comment il peut faire partie des personnes qui sont considérées comme parfaites. Donc finalement, on se rend compte, l'idée pour moi, ce qui pour moi c'est intéressant, c'est que dans le film, on montre que l'avancée technologique a apporté du bon, parce qu'il n'y a plus de maladies, etc. On a un impact quand même positif sur la société, mais on a aussi un impact négatif, et on montre que même en étant imparfait, on peut aussi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se sent imparfait, parce qu'ils se sentaient imparfaits, on peut aussi faire ce qu'on nous dit de « ah non, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez telle chose ou telle chose ». Et donc il y a plein de messages, et je trouve ça excellent. En tout cas, on sait quoi regarder ce week-end. Vraiment, c'est un bon film. Alors merci à tous les deux, merci d'être venus sur le plateau de Science en Question, merci pour les explications, c'était un plaisir de vous écouter, c'était très agréable. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Science en Question, on vous dit à très vite pour parler d'un autre sujet de science. Ciao les sorciers.